Marseille, le Centre d'information Europe Direct de Grenoble et le mouvement européen section Isère. Et c'est aussi le dernier webinaire avant la coupure de l'été, et où l'idée de ces webinaires était donc de voir la politique de l'Union européenne pendant et au regard de cette crise du Covid. Et ce soir, nous allons débattre donc de la démocratie européenne en ces temps de Covid. Et j'ai l'honneur de vous présenter Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne. C'est votre premier mandat au Parlement européen, sous les couleurs du groupe des Verts, Alliance libre européenne ou alors Europe écologie, comme on dit en France. Vous êtes notamment membre de la Commission des affaires constitutionnelles, de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et dans ce cadre, vous avez été rapporteur sur la situation en Hongrie. Et enfin, vous êtes vice-présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Monsieur Dorian Guinard, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Grenoble, enseignant-chercheur en droit public. Et de 2013 à 2019, le Haut Commissariat aux Nations Unies vous a nommé juge assesseur à la Cour nationale, j'ajouterai française, du droit de l'asile. Madame la députée, monsieur, merci encore d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je passe la parole à monsieur Pascal Clouer, adjoint à la ville de Grenoble. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous nos internautes qui nous rejoignent sur les réseaux. Je m'associe aux remerciements du bureau du Parlement européen, avec qui la ville de Grenoble s'est associée pour organiser ce webinaire. La ville de Grenoble, à travers son centre d'information directe, et Laure Bonny, que nous retrouverons tout à l'heure, puisque c'est elle qui va prendre les questions des internautes pour les relayer auprès de nos deux invités, que je salue, Madame la députée Gwendoline Delbos-Corfield. Très heureux de vous retrouver dans ces conditions, très heureux aussi de retrouver Dorian Guinard, qui est un enseignant-chercheur en droit public à l'Université de Grenoble-Alpes, à l'IEP, l'Institut des sciences politiques. Et donc, nous sommes nous-mêmes en ce moment à Grenoble, à la Maison de l'Internationale, et c'est toujours un plaisir d'échanger sur les questions européennes, parce que nous sommes aussi convaincus de la nécessité d'avoir un dialogue permanent sur ces questions-là, et particulièrement celle que vous allez aborder ce soir, la question de la démocratie en période post-Covid, pour plusieurs raisons, parce que je crois que ça va être un débat des prochaines années. Comment est-ce que dans des situations de crise majeure, comment est-ce que dans des situations de résilience importantes, nous pouvons mettre en place et développer des conditions d'une démocratie locale, nationale, européenne, la plus satisfaisante possible. Et je suis très heureux de vous écouter, de savoir ce que vous allez nous apprendre, nous dire, échanger sur ces questions. Je passe immédiatement la parole à Philippe Gonnet, qui est à la fois journaliste, mais qui intervient ici aussi en tant que président du mouvement européen de l'Isère, qui est un mouvement qui s'intéresse de très très près depuis très longtemps aux questions européennes. Et merci, Monsieur Gonnet, d'avoir bien voulu jouer le monsieur loyal de cette conférence-là. Et je vous laisse à faire l'animation, et on se retrouvera en fin de conférence. Je vais prendre un maximum de notes sur ce que nos deux intervenants vont nous apprendre et nous dire sur ces questions, pour faire un retour en quelques minutes de ce que nous aurons retenu. Merci. À vous, Philippe. Merci, Monsieur Clouer. Donc, comme vous l'avez indiqué, je vais donner la parole successivement à Madame Gwendoline Delbos-Corfield et à Monsieur Dorian Guinard, donc qui viennent d'être présentés. Je ne vais pas le refaire. Chacun interviendra avant de répondre à vos questions qui auront été rassemblées par Laure Bonny dans les trois parties que nous avons définies pour cette rencontre. La première, nous allons commencer par la problématique de l'état de droit dans l'Union européenne, qui pourrait s'articuler, entre autres aspects, autour de la différence entre démocratie et état de droit. Nous enchaînerons, ça va nous faire une petite demi-heure. Nous enchaînerons avec la démocratie en Europe à l'épreuve du Covid, et nous terminerons dans la dernière demi-heure par la démocratie dans l'UE post-Covid. Pour commencer, donc, nous allons peut-être rappeler ce qu'on entend par état de droit dans l'Union européenne, en illustrant peut-être d'exemples récents, positifs ou négatifs,
Qui veut commencer? Monsieur Guinard, Madame Delbos-Corfield? Je propose que peut-être M. Guinard commence pour un point de vue un peu plus juridique que le mien qui sera plus politique. Merci. Du point de vue juridique, on peut développer l'état de droit de deux manières. La première qui est une manière dite une dimension procédurale et l'autre est une dimension matérielle. Dans cette dimension procédurale, c'est le respect d'un certain nombre de normes par des institutions. Et dans la dimension matérielle, c'est le respect des valeurs. Donc quand on parle d'état de droit, il faut savoir si l'on parle de l'état de droit matériel ou si on parle de l'état de droit procédural. Dans ce qui nous intéresse ici, et ce qui, moi, me semble important dans ce premier point parmi les trois, c'est de montrer qu'avant la crise du SARS-2 devenue Covid-19, il y avait beaucoup de problèmes sur l'état de droit matériel, notamment par la Pologne et la Hongrie, et on va y revenir, je pense, longuement après. Mais il y avait aussi, et c'est quelque chose qui n'a pas été assez souligné, à mon avis, dans les débats et qui mériterait, selon moi, d'être largement développé, il y avait un gros problème avec l'état de droit procédural qu'on oublie bien souvent. Alors, au-delà de la formule classique, la procédure est la sœur jumelle de la liberté, il faut bien comprendre que pour l'état de droit procédural au sein de l'Union européenne, il y a eu un événement qui est un événement qui date du 6 septembre de l'année 2017 et qui est un arrêt de la Cour de justice sur la relocalisation des migrants, et qui a fait grand bruit parce qu'à l'époque, on était souvenez-vous, sur la problématique des quotas. Ça nous paraît, il y a une éternité maintenant, mais c'est encore très présent, sur les quotas de répartition. Et sur ce point, il y a eu une décision de la Cour de justice du 6 septembre 2017 qui avait été rendue contre la Slovaquie et la Hongrie. Et il y a eu une réaction des autorités hongroises, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, dont j'ai oublié le nom, et le Premier ministre Viktor Orban, qui ont été, le ministre des Affaires étrangères à l'époque s'appelait Szijjártó, je crois, ça commence par un S, je crois, on retrouvera ses déclarations sur Internet, qui avait dit des choses extrêmement violentes à l'endroit de la Cour de justice en disant que c'est une décision qui était irresponsable, qui possédait un caractère politique et qui menaçait la sécurité entière de toute l'Europe. Et moi, ce qui me semble très important, c'est de voir que cet état de droit procédural au sein de l'Union européenne a été extraordinairement malmené par la Hongrie à cette époque-là, et que si on doit s'interroger sur les démocraties et la crise du Covid, il ne faut jamais oublier qu'en réalité, c'est la crise des migrants qui a, je reprends cette expression que je ne supporte pas, mais elle est suffisamment descriptive pour qu'elle puisse être réemployée. Il ne faut pas oublier que précédemment à cette pandémie, il y a eu un ébranlement de l'état de droit procédural par la Hongrie à travers les déclarations du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre Viktor Orban qui avait dit qu'il n'appliquerait pas les décisions de la Cour. Et ça, il ne faut pas du tout l'oublier quand on parle de démocratie et d'état de droit, c'est que vous pouvez avoir des systèmes démocratiques qui, s'ils ne respectent plus l'état de droit procédural, eh bien, perdent ce caractère très très important de l'état de droit, qui est cette dimension procédurale. Et il n'y a pas seulement la dimension matérielle qui compte. Maintenant, sur la dimension matérielle, il y a beaucoup de problèmes qui datent d'avant le Covid. On va y revenir sur les mesures qui ont été prises pendant le Covid. Mais par rapport à la période antérieure au Covid-19, eh bien, il y a eu quand même deux procédures de déclenchement de l'article 7 du TUE pour violation de l'article 2 du TUE, c'est-à-dire des valeurs de l'Union européenne. Peut-être, excusez-moi, mais l'article 7 et le TUE, précisez ce que c'est. Alors, le TUE, c'est le traité sur l'Union européenne, qu'il ne faut pas confondre avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est relatif au fonctionnement des institutions et des règles du marché intérieur. Le traité sur l'Union européenne décrit un certain nombre, on va dire, d'objectifs politiques, et notamment à son article 2, cible un certain nombre de valeurs de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas des valeurs exhaustives, mais c'est quand même, on va dire, les valeurs dites principales. C'est, alors de mémoire, parce que je pourrais le citer, mais ce sera un petit peu long, il y a la dignité humaine, la liberté, l'égalité, un certain nombre de respect de l'état de droit et de la démocratie. Et sur ce fondement-là, il y a des députés, avec une députée qui avait été rapporteure sur le déclenchement de l'article 7 contre la Pologne et la Hongrie, et qui avait déclenché… Ouais. L'article 7, peut-être préciser juste ce que c'est, en quoi ça consiste. C'est le déclenchement de procédures en sanction contre un pays dont on estime qu'il viole les valeurs de l'Union européenne. Merci. Alors, il y a plusieurs phases, c'est très technique. Il y a les 7.1, 7.2. En réalité, il n'y a politiquement aucune chance, en l'état actuel des choses, qu'on arrive à un mécanisme qui dépasse le 7.1 parce qu'il faudrait une unanimité au Conseil et la Pologne soutiendra la Hongrie et la Hongrie soutiendra la Pologne, en gros.
Et donc, on n'a pas trop de chance de voir aboutir cet article, mais symboliquement, c'est important. Pourquoi? Parce que le Parlement européen et la Commission européenne se sont entendus pour pointer le fait que vous aviez deux pays, et pas n'importe lesquels, qui violaient matériellement les valeurs de l'Union européenne. Donc là, on était sur la violation matérielle de l'état de droit. Et ce n'étaient pas des petites violations. On parle de la violation notamment de l'indépendance de la justice pour la réforme de la Cour constitutionnelle en Pologne. On parle d'un certain nombre de valeurs qui sont violées par la Hongrie, notamment sur l'indépendance des médias. J'ajoute à cela que, et Madame la députée va nous parler du déclenchement de l'article 7 politiquement, c'est-à-dire des rapports de force qu'il y a eu au sein du Parlement sur cette question. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces procédures extrêmement symboliques ont été accompagnés par la Commission européenne de plusieurs recours en manquement, notamment contre la Hongrie, sur la violation de la directive accueil, sur la violation de la directive procédure, et sur des lois qu'on appelle dites Stop Soros en Hongrie, avec des lois qui entravaient l'action d'un certain nombre d'ONG, notamment dans le domaine de l'accueil des migrants. C'est-à-dire que là, on est sur un pays, et là je parle de tout ça, on est largement avant la pandémie du Covid. Alors après, on va parler de la loi des pleins pouvoirs et des décrets qui ont été pris postérieurement au 30 mars 2019 en Hongrie. Mais il ne faut pas oublier qu'antérieurement, et je le répète 4 fois parce que c'est vraiment très important, les conditions de l'ébranlement de l'état de droit procédural et matériel existaient déjà en Pologne et en Hongrie. Et la crise du Covid, évidemment, n'a pas arrangé les choses. Voilà ce qu'on pouvait dire, alors sans jugement de valeur, du point de vue strictement juridique. Madame la députée, je vous laisse enchaîner. Oui, donc effectivement, elle est pas forcément tout de suite accessible pour un Français, la différence entre état de droit et démocratie. D'ailleurs, ce n'est pas une notion état de droit qu'on utilise beaucoup couramment en France, alors que rule of law, c'est-à-dire l'équivalent anglais, est vraiment quelque chose qu'on va retrouver énormément dans le domaine anglo-saxon. Je crois que ça a été défini juridiquement. Effectivement, il y a un accord au niveau de l'Union européenne sur un certain nombre de valeurs qui font nos démocraties et qui font la manière dont justice, liberté des gens, police, etc. fonctionnent dans nos États, qui en font des démocraties et qui sont les valeurs au cœur de l'Union européenne. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement hongrois, avec comme Premier ministre Viktor Orbán, érode régulièrement cet état de droit. On doit en être à la 10e réforme judiciaire depuis 10. Vous ne m'entendez pas? Il y a un souci? Madame la députée. D'accord. J'ai cru qu'il y avait un problème. Donc, on en est à la 10e réforme judiciaire, à peu près en 10 ans. On a effectivement eu des attaques régulières au financement des ONG, on a une concentration des médias, etc. En Pologne, c'est surtout sur la question de l'indépendance de la justice que les choses se sont focalisées. Et effectivement, dans les deux cas, il y a eu ce fameux déclenchement de l'article 7. Alors, l'article 7, pour qu'il soit déclenché, ce n'est pas évident, puisqu'il faut d'abord, qu'il soit déclenché soit par la Commission, soit par le Parlement. Dans le cas de la Hongrie, c'est le Parlement. Dans le cas de la Pologne, ça a été la Commission. La première fois que ça a eu lieu, c'est donc contre la Hongrie, par le Parlement en 2018. C'est un rapport de ma collègue verte, qui était une néerlandaise, qui s'appelait Judith Sargentini, qui n'est plus maintenant députée européenne, qui a effectivement obtenu un rapport qui a été voté à la majorité, ce qui était dit très difficile à obtenir, puisque le parti de Viktor Orbán appartient au plus gros parti ici dans ce Parlement, le Parti populaire, IPP, et que du coup, ça veut dire qu'un certain nombre de membres de ce parti, de conservateurs de droite, d'un peu partout en Europe, ont accepté de voter contre un des leurs. Finalement, c'est pour dire à quel point on était arrivé à un niveau qui alarme tout le monde. Il y a eu des rapports du Parlement sur la situation en Hongrie depuis 10 ans de manière très régulière, à peu près tous les 2 ans. 10 ans, on est en train d'éroder et du coup, il se passe en Hongrie un certain nombre d'atteintes aux libertés et aux droits qui ne correspondent pas à nos valeurs de l'Union européenne. Donc ça a été le déclenchement. Effectivement, comme le disait M. Guinard, une fois qu'on a déclenché, on est très très loin d'avoir réglé le problème, puisque suite à ce déclenchement, la première étape, ça serait d'avoir une recommandation de l'Union européenne à l'égard de la Hongrie. Cette recommandation, nous ne pouvons pas l'obtenir puisque nous n'obtenons jamais une majorité au Conseil qui réunit les États membres et où tout se fait à l'unanimité. Donc effectivement, là, on est dans une situation compliquée. La Commission, en revanche, elle peut de temps en temps effectivement faire appel au droit. Elle
ça n'est pas facile, ça lui demande du courage déjà politique. Monsieur Orban est quelqu'un qui est encore extrêmement protégé à différents niveaux. Et puis, il faut trouver effectivement la règle procédurale qui va permettre dans le droit européen. Alors, ça arrive assez souvent quand même. Il y a un certain nombre de cas qui arrivent soit de la part d'associations, soit de la part d'individus, soit de la part de la Commission, qui arrivent jusqu'à la Cour de justice européenne et qui effectivement disent à l'État hongrois, écoutez, il faut remettre les choses en place comme ci, comme ça. Et pareil pour la Pologne. Mais dans les deux cas, il est très rare que les États membres obtempèrent. Et du coup, on est un peu dans un moment de découragement, puisque effectivement, on a le sentiment que malgré ces alertes régulières, ce contrôle régulier qu'on fait de ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, malgré le fait qu'ils ont des règles, des verdicts de la Cour de justice européenne qui leur dit qu'ils ne sont pas dans le droit européen, ils arrivent à y échapper totalement et complètement depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors, de temps en temps, ils arrangent quelque chose à la marge, voilà, mais ça reste assez petit. Et du coup, on s'interroge aujourd'hui sur les suites qu'on peut donner à cela, puisqu'on arrive à un moment où il y a une vraie inquiétude, une vraie menace sur tous nos États membres, puisque effectivement, d'une part, ça peut donner de très mauvais exemples à un certain nombre d'États voisins, notamment, qui commencent à reproduire un certain nombre de choses. Ça veut dire aussi que pour les États membres qui essayent de rentrer, pour les États non membres qui essayent de rentrer, comme la Serbie actuellement, qui est en cours de validation, de savoir si elle va être un jour faire partie de l'Union européenne, et ben en fait, ça lui donne l'exemple qu'on est très, très dur à l'entrée, qu'on leur demande beaucoup de choses à l'entrée, mais qu'une fois qu'on est dedans, on peut revenir en arrière sur un certain nombre de choses. Et évidemment, ça veut dire aussi que ça érode notre confiance à tous globale dans ce qu'est l'Union européenne. Je veux dire, pour compléter les propos de Madame la députée là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une institution qui est dite suprême, qui est la Cour de justice de l'Union et qui est censée dire le droit de l'Union avec un objectif d'harmonisation des règles de fonctionnement de l'Union européenne, et que vous avez des États qui, encore une fois, frontalement, par les autorités les plus hautes du pays, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, qui dit frontalement qu'ils n'appliqueront pas les décisions de la Cour de justice. Vous avez alors une confiance dans le processus de construction de l'Union européenne qui est érodée, ça c'est sûr et certain, mais surtout vous avez le mécanisme de création de l'Union européenne par une norme commune qui n'existe plus. Alors, il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses, c'est-à-dire que la fonction de l'Union européenne de créer un certain nombre de normes communes n'existe plus ici. C'est-à-dire que vous avez un stop frontal du processus de construction de l'Union. Et ça, c'est extrêmement négatif dans la mesure où, effectivement, vous ne pouvez plus dire aux États, maintenant, on va respecter tel ou tel règlement de l'Union européenne, telle ou telle directive, parce que vous aurez toujours des États qui vont vous dire, oui, mais c'est la géométrie variable en fonction des pays qui ont à se prononcer dessus. Donc, c'était un signal extrêmement négatif pour ça. Et encore une fois, la crise du Covid, à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises, n'ont évidemment pas rétabli la balance. Et je crois me souvenir qu'à la fin avril, alors je n'ai plus la date exacte en tête, mais ça va être le 28 ou le 29 avril, la Commission européenne avait lancé une procédure d'infraction contre la Pologne, encore une fois contre la réforme juridictionnelle que la Pologne avait entamée, notamment sur la création de chambres extraordinaires qui contrevenaient évidemment à l'indépendance de la justice. Donc c'est un processus qui, en Pologne et en Hongrie, est graduel et qui fait plus qu'éroder la construction de l'Union européenne, qui est en train de la saboter. Un commentaire, Madame Delbos-Corfield? Oui, non, je suis complètement en accord avec ce qui se dit. Il y a deux processus en plus légèrement différents, si je puis me permettre. C'est que la Pologne subit bien plus effectivement d'attaques de règles en infraction par la Commission, pour diverses raisons. D'abord parce que la Pologne, j'ai envie de dire, est moins maligne. L'ingéniosité et la technicité des réformes qui sont faites en Hongrie sont telles que c'est quand même assez compliqué pour les services juridiques de montrer à quel point on est en dehors du droit. Ça nous paraît à nous évident, mais eux, ils trouvent souvent que c'est compliqué. Mais il y a quand même aussi le fait qu'on est quand même face à deux situations politiques différentes, et c'est pour ça que la justice, évidemment, comme toujours, les règles juridiques ne se suffisent pas. À côté des règles juridiques, il faut de la volonté politique. Les règles juridiques visent le droit. Si vous n'avez pas envie que le droit s'applique, vous pouvez vous en passer. Et c'est ce qu'on trouve régulièrement à l'égard de la Hongrie, qui du coup fait moins le cas d'attaque, parce qu'on est face
à un gouvernement qui appartient à la majorité dans cette Union européenne à tous les niveaux, que ce soit au Parlement, au niveau de la Commission ou au niveau des États membres. Et on est face à un État qui permet à l'industrie allemande notamment de pouvoir travailler pleinement. L'industrie automobile est extrêmement installée en Hongrie avec des salaires extrêmement faibles et un droit du travail misérable et qui devient de moins en moins important au point qu'ils ont créé une loi il y a quelque temps qu'on appelle communément la loi d'esclavage, the slave law, pour dire à quel point on est rentré dans un système de droit du travail qui est très ébranlé. Donc, entre ces connivences à différents niveaux et cette protection, on a un État hongrois qui est quand même encore aujourd'hui bien plus protégé que l'État polonais. Encore une fois, d'abord parce que vraiment, ils sont plus subtils. L'État polonais, il va frontalement. L'État polonais, du jour au lendemain, enlève tous ces grands juges et les remplace par d'autres. L'État polonais change sa cour constitutionnelle du jour au lendemain, etc., pour mettre des gens à sa solde. Donc, les choses sont beaucoup plus visibles en Pologne. Mais on a aussi, évidemment, toutes ces dynamiques politiques qui sont compliquées. Il y a depuis quelque temps de plus en plus de gens au PPE, donc chez les conservateurs, qui demandent à ce que Viktor Orban, le Fidesz, le parti de Viktor Orban Fidesz, ne leur appartienne plus. Donald Tusk, l'actuel président de ce grand parti européen, est très critique à l'égard de Viktor Orban. S'il se passait quelque chose là politiquement, on aurait certainement une capacité à avoir des sanctions à l'égard de Viktor Orban un peu plus fortes. On va peut-être passer aux questions des internautes. Laure Bonny, est-ce que vous avez des questions des internautes et pour qui? Philippe Gonnet, juste pour compléter ça, je partage évidemment. Alors, j'ai pas de vision politique objective sur le rapport de force qui se déroule, notamment à travers les débouchés du marché du travail allemand par rapport à la Hongrie. La seule chose que je peux dire, c'est que si on avait réellement à l'échelon de l'Union européenne et notamment à travers le rôle du commissaire européen, M. Reinders, qui est chargé de cette question, une volonté de mettre la Hongrie devant le fait accompli juridiquement, on aurait beaucoup d'arguments pour dire que la Hongrie, notamment sur toute la question migratoire, viole allègrement les valeurs de l'Union européenne, notamment en pénalisant les ONG qui font un travail de soutien aux migrants, à travers tous les manquements à la directive recours, c'est-à-dire non-information des demandeurs d'asile sur les voies de recours, c'est quand même pas rien. Il y a une violation évidente de la directive procédure parce que les délais d'attente sont excessivement longs. Au demeurant, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme aussi là-dessus, donc il n'y a pas que des pays vertueux dans l'Union européenne. Il y a une rétention parfois illimitée des demandeurs d'asile. Il y a une indépendance de la justice qui est contestée. Il y a des droits des minorités qui sont également contestés. Je ne parle pas des sans domicile fixe avec une loi aberrante qui consiste à demander de l'argent à des sans domicile fixe parce qu'ils dorment dehors. Je veux dire, si on veut vraiment trouver quelque chose juridiquement pour dire que la Hongrie viole les valeurs de l'Union, on peut trouver. La question maintenant, à mon sens, n'est plus juridique. Alors c'est vrai que frontalement, la Pologne a décidé qu'elle le faisait de façon plus imagée. Elle va dire, on fait la chasse aux accointances avec les communistes chez les juges et puis on voit ce qui se passe. En fait, c'est une chasse aux sorcières, ce qui se passe en Pologne en ce moment. Donc oui, c'est plus frontal. Mais enfin, juridiquement, même sans rentrer dans la grande subtilité, la Hongrie, on peut trouver un certain nombre de moyens pour lui dire, peut-être que les valeurs ici, elles ne sont pas respectées. Merci. Laure Bonny, je vous laisse passer aux questions des internautes. Oui, justement, donc du coup, en réaction à ces premiers propos, plusieurs questions. À quoi servent les rapports qui ont été réalisés par les différents parlementaires, vraiment techniquement? Est-ce que c'est un point d'entrée pour des procédures? Est-ce que c'est juste une constatation? Est-ce que ça peut amener on rebondit aussi sur les propos de la députée qui disait que des sanctions plus lourdes pouvaient être mises en place. Lesquelles seraient-elles et à partir de quand on jugerait qu'il faudrait les mettre en place? Et sinon, du coup, parce que si on ne peut rien faire vraiment, à quoi ça sert d'avoir des droits et à quoi servent des parlementaires? Voilà, je vous laisse répondre. Est-ce que je peux répondre avant sur les sanctions, avant de répondre à la première et à la troisième question que je vais laisser à Madame la députée parce qu'elles sont très compliquées ces questions. Je vais faire le plus simple. Alors, on laisse tomber la suite de la procédure de l'article 7 qui, sincèrement, en termes de probabilité, a extrêmement peu de chances d'aboutir.
Donc, on va se concentrer maintenant sur les autres sanctions possibles. Il y a quelque chose qui est très très facile en réalité et qui va donner lieu, à mon avis, à partir du mois d'août-septembre, à de très très grandes négociations. C'est le plan 2021-2027 sur les fonds structurels. Alors, on pourrait être un petit peu apeuré par la technicité apparente de ce truc-là. En réalité, c'est très facile. Vous avez plusieurs fonds qui permettent d'alimenter un certain nombre de politiques. Et à mon sens, les trois principaux, c'est le FSE, le FC et le FEDER. C'est quoi? C'est le fonds de cohésion, le fonds social européen et un certain nombre de fonds qui vont permettre le développement régional. C'est des fonds qui permettent d'alimenter des politiques par les États membres. Il faut se rendre compte que sur la période qui vient de s'écouler, c'est-à-dire 2014-2020, je cite de mémoire, il faudra rechercher exactement les chiffres, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur-là, la Pologne a touché 86 milliards d'euros. 86 milliards d'euros. Vous vous rendez compte de la chose? La Hongrie a touché 26 milliards d'euros, 25,7 je crois de mémoire. C'est le quatrième pays en termes de volume. Mais il y a quelque chose qui est très très simple. On va faire ce qu'on appelle la conditionnalité des fonds. C'est-à-dire que si on a une vraie volonté politique au sein du Conseil, au sein de la Commission européenne et au sein du Parlement pour dire maintenant les valeurs de l'Union européenne sont ce que Kant appelait des impératifs catégoriques. C'est que maintenant on arrête de négocier ça. C'est que c'est ça, la condition d'existence même de l'Union européenne. Et si vous ne les respectez pas, eh bien les 86 milliards ou les 26 milliards qui ont été dévolus dans cette période ne seront pas reconduits. Je pense que la Pologne et la Hongrie, quelles que soient les majorités, vont commencer à regarder de façon très sérieuse que le droit de l'Union européenne, au bout d'un moment, n'est pas quelque chose qui se négocie tous les jours. C'est quelque chose qui se négocie lors de l'adhésion et qui, après, implique le fait d'avoir attribué des compétences à l'Union européenne et que ces compétences, maintenant, sont régulées par une instance qui n'est plus une instance des pays. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile et ça s'appelle le pouvoir de l'argent. Sanction, c'est toujours ces bâtons-carottes, c'est toujours la même chose, c'est vieux comme le monde. Et ça peut marcher notamment dans le cadre de la Pologne. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les valeurs, c'est aussi sur la politique économique et énergétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les centrales à charbon, la Pologne, il faudra qu'elle arrête de les faire, tout simplement de les faire tourner. Parce qu'à 86 milliards d'euros sur 6 ans, je pense que la Pologne va sérieusement réfléchir à moduler sa politique. Maintenant, sur les premières questions, je laisse la députée répondre. Madame Alors, à quoi ça sert les rapports? D'abord, ça sert simplement à une prise de conscience. Encore une fois, le Parlement européen est l'instance qui alerte sur ce qui se passe en Hongrie depuis 2 ans, qui se fait le relais de ce que disent les associations, qu'elles soient en Hongrie ou à Bruxelles, et qui a permis que cette situation arrive dans le débat public. Et je le dis d'autant plus facilement que moi, je suis là que depuis 1 an, donc c'est vraiment mes collègues avant qui avaient fait ce travail-là. Ça peut paraître peu et c'est énorme. Ceci étant dit, c'est un des rôles principaux du Parlement européen, finalement, ce rôle un peu qu'on appelle advocacy, ce rôle de faire entendre la voix des citoyens et faire connaître des situations. Le Parlement européen n'a pas encore autant de pouvoir que, par exemple, personnellement, je le souhaiterais. Il a peu de pouvoir de codécision et un de ses grands rôles, c'est ça. Et c'est vrai que ça a permis, sur la Pologne comme sur la Hongrie, notamment sur la Hongrie, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est intéressant de le comprendre pour pouvoir aussi s'expliquer des choses et accepter parfois que ça va un peu plus lentement que ce qu'on voudrait, c'est que Viktor Orban, ce personnage, Premier ministre de la Hongrie, c'est un personnage qui, au départ, quand il arrive dans la vie politique, est un personnage qui incarne la démocratie, la liberté, le renouveau, qui face à toutes les problématiques de l'ancienne période communiste. Et il est le copain de tous ces gens-là et il est un des grands défenseurs des libertés, justement. Et ça a été très compliqué pour plein de gens d'appréhender qu'aujourd'hui, en fait, ce même personnage a complètement tourné les choses, que ce qu'il défendait il y a quelques années, il le dit même dans ses propos, ce n'est pas simplement dans les lois qu'il crée, il dit que les valeurs européennes ne sont pas les siennes, lui il ne reconnaît que des valeurs de la chrétienté occidentale, des valeurs conservatrices, etc. et qu'il ne se reconnaît pas dans les valeurs de cette Union européenne. Donc, ça a été important de faire savoir ce qui se passait et ça a été important que les gens le réalise. Et encore une fois, si ce rapport, qui pour la première fois a permis le déclenchement d'un article 7 contre un État membre, a pu être voté à l'unanimité, c'est bien parce que la précision de ce qui a été écrit là-dedans, au long des 50 pages et abordant chaque sujet avec des exemples précis, a permis à un certain nombre de mes collègues ici de se dire en fait, c'est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Et oui, on est face à une menace démocratique importante et je dois agir. Et de la même manière, après, au niveau de la Commission et du Conseil. Bien sûr, au niveau des États membres et des conseils, un certain nombre de diplomaties, d'ambassades font le boulot.
un État membre comme la France est maintenu au courant à peu près quotidiennement de ce qui se passe en Hongrie, des nouveaux décrets qui sont sortis, des nouvelles lois. Donc, il y a des pays comme la France, l'Allemagne, la Finlande, la Suède qui contrôlent ça de très près, qui regardent, qui sont très inquiets. Et puis, il y a des États membres qui n'ont ni les moyens ni l'intérêt. Et en fait, ce que les associations ou ce que le Parlement produit comme rapport leur permet aussi de s'informer. Il y a plein de petits pays. C'est vraiment par nos travaux qu'ils sont au courant et que parfois on arrive à leur faire prendre parole. Ensuite, il y a quand même, et c'est vrai pour la Pologne, même si sur la Pologne, la prise de conscience a été plus rapide. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la Pologne, c'est la Commission qui a déclenché l'article 7 parce qu'ils n'ont pas eu besoin que le Parlement le fasse comme on a eu besoin sur la Hongrie où on les alertait depuis très longtemps. Et en fait, on a fini par le voter au Parlement parce que la Commission ne voulait pas prendre en charge le dossier. Maintenant, il y a la prise de conscience généralisée. Moi, je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ce qui est le débat récurrent dans l'Union européenne, c'est l'état de nos dettes, c'est l'état monétaire et budgétaire de nos situations d'États membres. C'est ça notre sujet. Avant la crise grecque comme après la crise grecque. Pendant des années, ce qui a été considéré comme la grande valeur européenne, c'était de savoir si on était en déficit structurel ou pas. Ce qui me paraît quand même un petit peu triste pour une union de valeurs et une union d'États membres qui veulent un bien vivre pour leurs citoyens. Et depuis le déclenchement de l'article 7 en Hongrie et depuis un certain nombre de choses où le Parlement est devenu très vigilant sur ces questions-là et produit régulièrement de l'information, l'état de droit, c'est le sujet à la mode. Parfois, ça m'agace un petit peu parce que c'est un sujet à la mode qui, encore une fois, n'a pas toujours dans la pratique des actes qui suivent. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on a des débats sur la question tout le temps. Au Conseil, ils en ont aussi. Et effectivement, comme le disait M. Guinard, on est en train de se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas des sanctions financières pour ceux qui brisent l'état de droit ? Les sanctions financières pour le fait qu'on a dépassé les 3% de déficit structurel, etc., ça fait longtemps qu'elles existent et ça fait longtemps qu'on les applique et on a été particulièrement sévère à l'égard d'un certain nombre d'États, l'exemple le plus connu étant la Grèce, mais il y en a eu d'autres. Depuis des années sur ces questions-là, l'Union européenne est d'une dureté souvent infaillible et vraiment ça, on a des rapports, on a des tas de gens ici dans les administrations qui travaillent sur ces questions là qui sont capables de vous dire exactement le niveau de la dette de chaque pays à l'heure T. Et on n'avait pas tout ce travail et toute cette organisation et toute cette conscience autour de l'état de droit. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, il y a eu une étape franchie qui est importante. Encore une fois, je ne suis pas naïve. Je ne crois pas que demain, ça va apporter des résultats formidables et ça va être un long travail pour que ensuite ça s'applique dans des lois et dans des règles et dans des vraies sanctions financières. Mais encore une fois, cette idée-là n'existait pas encore quelques années en arrière. Juste pour compléter, de mémoire, encore une fois, il n'y a pas la Commission européenne doit présenter à la fin de l'année un rapport sur l'état de droit dans l'ensemble des pays de l'Union. A priori. Voilà. Donc, par exemple, pour la première fois maintenant, la Commission va donc faire un rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne qui comprendra trois sujets l'indépendance de la justice dans chaque État membre, l'indépendance des médias et un état des lieux sur la corruption, sur l'état de la corruption dans ces États, puisqu'on n'en parle pas ici, mais on a des États où c'est le problème principal étant notamment Malte, et parce qu'on avait aussi en même temps que l'article 7 en Hongrie, on a été secoué il y a quelques années quand même par le meurtre de 2 journalistes, un en Slovaquie et une à Malte, qui étaient à chaque fois 2 personnes qui travaillaient sur des corruptions État-mafia, membres travaillant dans l'État et mafia. Et donc, c'est les 3 sujets. Voilà, anticorruption, liberté des médias, indépendance de la justice. Ce rapport, il n'avait jamais existé jusqu'à présent. À partir de maintenant, la Commission fera ce point sur chaque État membre tous les ans. Pareil, le Conseil s'est engagé à aussi avoir ce qu'ils appellent une revue des pairs. Donc, eux, ils choisiront certains États au hasard chaque année sur un procédé qu'on trouve à l'ONU ou ce genre de trucs. Donc, chaque année, ils feront un point sur 4 ou 5 États et pareil avec un rapport. Ce qui veut dire quand même que ces États membres ne vont plus pouvoir cacher un certain nombre de choses qu'ils faisaient et qui, encore une fois, ramènent le sujet de manière centrale dans le travail de l'Union européenne qui ne considère plus cette question comme annexe. D'accord. Juste une question, Madame la députée. C'est toujours la même chose. C'est que, en fonction des conceptions qu'on a du droit, il est compliqué parfois de voir la réalité du droit ou l'effectivité du droit sans sanction.
Je me demande quand même, et je ne sais pas comment c'est appréhendé, alors au sein du Parlement, je ne sais pas trop, mais au sein du Conseil surtout, voire même au sein du Conseil européen, parce qu'à un moment donné, les violations, elles sont flagrantes sur 2-3 pays, et je pense aussi à la Roumanie, on n'a pas forcément besoin d'un rapport extrêmement circonstancié pour s'apercevoir qu'il y a des violations. La question, qui est toujours la même question la plus importante, c'est celle de l'argent et des fonds. Est-ce qu'elle est véritablement abordée de façon, encore une fois, frontale, notamment par M. Reinders? Parce que je me souviens que son prédécesseur était déjà allé en Pologne et en Hongrie pour dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter. Vous savez, c'était après le refus hongrois et slovaque en 2015. Après la décision du Conseil de septembre, ils étaient allés et ils s'étaient fait recevoir quand même, hein, les 2 commissaires qui étaient allés. Il va falloir dire aussi à ces pays, alors je ne sais pas si les modes diplomatiques ont évolué, mais à un moment donné de dire, si vous ne modulez pas très très rapidement vos positions et vos déclarations, l'argent ne sera pas versé. Et l'argent ne sera pas versé en septembre 2021, il ne sera plus versé. Est-ce que ça, c'est cette façon d'envisager une nouvelle politique et une nouvelle relation entre les institutions de l'Union et les États membres, elle est dans les tiroirs ou elle est absolument cachée? Je laisse répondre Madame Delbos-Corfield et après on retournera vers l'Orboni qui a une dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie. Madame Delbos-Corfield, je vous laisse répondre. Super. Oui, oui. Alors, la question de la conditionnalité des subventions qui sont données par l'Union européenne aux États membres et qui seraient efficaces, notamment dans le cas de pays comme la Hongrie et la Pologne, puisque c'est effectivement des États membres qui sont receveurs bien plus qu'ils ne sont contributeurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la France ou d'autres États. Effectivement, la Hongrie et la Pologne se sont développés, comme un certain nombre d'États membres depuis quelques années, grâce à de l'argent, des subventions de l'Union européenne, et donc une forme de péréquation entre les États membres. Alors, oui, le sujet, il est au cœur de toutes nos discussions. Oui, sur la finalisation du plan pluriannuel financier qui est donc en train d'être fait, qui est donc un plan financier pour l'Union européenne pour 5 ans. Donc on a fini le dernier plan et on va voter, on devrait arriver à voter le prochain plan pour les 5 prochaines années. La conditionnalité des aides à la question de l'état de droit est au cœur de tous les débats et quelque chose existera, c'est sûr. Maintenant, pour rappel, le budget européen se vote à l'unanimité au Conseil. Donc, bien évidemment, pour obtenir cette conditionnalité de l'état de droit dans le plan pluriannuel financier, il faut que Hongrie et Pologne et d'autres soient d'accord. Ce qui me fait imaginer que la conditionnalité restera relativement légère. Elle sera un premier pas, elle sera un premier pied mis dans la porte. On aura une première manière d'avoir dans les questions financières cette conditionnalité-là. Je crains que ça soit encore assez léger. Voilà, je crains que ce soit encore assez léger, mais c'est sûr qu'on aura quelque chose. Les États membres s'y sont attelés. Il y a eu un gros travail des diplomaties de tous ces pays comme voilà, je disais, la France, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, pour convaincre la Pologne et la Hongrie qu'ils étaient obligés d'accepter une phrase sur cette conditionnalité. Donc, elle existera. Je crains qu'elle soit très légère dans un premier temps. Ça sera notre travail ensuite de la durcir et la durcir et la durcir de plus en plus. Se posera ensuite la question de comment les fonds vont aux États membres, parce qu'on a toujours un peu cette inquiétude en arrière-fond de ne pas pénaliser les populations qui parfois sont l'otage de gouvernements qui ont mis la main aussi sur un certain nombre de systèmes électoraux, sur l'indépendance des médias, etc., et qui du coup se font réélire pas toujours de manière totalement démocratique comme nous on l'entend. Et donc, la question aussi de est-ce que ces fonds, parce que c'est les fonds de cohésion dont on est en train de parler, donc c'est les fonds qui aident dans les États, iraient directement, par exemple, aux villes ou iraient directement à un certain nombre de structures plus locales. Laure Bonny, vous aviez encore une question? Question de Nicolas qui demande quelle est la situation dans les autres pays de l'Est et également en France ou en Espagne où les violences policières sont souvent pointées du doigt, et notamment en Espagne où il y a quelques mois, des eurodéputés catalans ont eu leur mandat parlementaire coupé. Est-ce que oui, un de mes collègues ne peut pas actuellement siéger, il est dans mon groupe, il ne peut pas siéger depuis plusieurs mois. Oui. Alors, c'est bien l'intérêt d'avoir ce type de rapport, ce rapport de la Commission, ce rapport du Conseil pour faire un état des lieux de l'état de droit dans tous les États membres, puisque tous les États membres sont coupables
d'une légère attaque à l'état de droit ou pas. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que même les États nordiques, qui sont assez exemplaires sur un certain nombre de ce sujet, ont, avec leur minorité ethnique du Nord, pas toujours été tout à fait corrects et continuent aujourd'hui à les discriminer. Et il y a certainement des choses où ils ont des progrès à faire. Donc, c'est un des intérêts de ce rapport, c'est qu'il montrerait bien d'abord tout ce qui existe. On sait que, par exemple, une minorité comme les Roms est une minorité qui, dans tous les États membres, est discriminée en dehors des lois, mais vraiment en dehors des lois, et n'a pas accès à un certain nombre de choses auxquelles il devrait avoir accès. La question des migrants, évidemment. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'on retrouverait dans tous les États membres, ce qui nous permettrait on le sait, mais ça nous permettrait encore mieux de le visualiser. Ça permettrait aussi de faire un état des lieux selon les différents pays sur ce qu'ils doivent améliorer. Et puis, ça permettrait quand même, parce que moi je suis toujours très attentive à la question de la relativité, de bien montrer que par contre, évidemment sur la Hongrie, ce qui est différent avec la Hongrie, c'est que c'est systémique. C'est que pas un pan de la société n'a pas été attaqué, pas un pan de l'administration n'a pas été attaqué, pas un pan des systèmes de contre-pouvoir n'a pas été attaqué. Et c'est là où on verra la différence et pourquoi il y a des États contre lesquels on a déclenché l'article 7 et pas pour les autres où on aurait beaucoup de choses à critiquer. Et justement, la situation en Hongrie, en Pologne, doit nous amener à être encore plus exigeants avec nos propres États membres. C'est ce que je dis souvent à propos de la France, parce que effectivement, ces brèches, elles existent partout, mais elles sont devenues systémiques en Pologne et en Hongrie, et c'est important de bien faire cette distinction. Monsieur Guinard, vous voulez ajouter quelque chose? Non, rapidement, sur un certain nombre de... La question portait aussi sur les pays de l'Est. On pointe le fait que le cercle de Visegrad, qui regroupe un certain nombre de pays de l'Est, alors je ne sais pas s'ils sont eurosceptiques aujourd'hui, mais enfin, sur la question migratoire en tout cas, adoptent des positions qui sincèrement vont à l'encontre de l'état de droit au sens matériel du terme. Donc la situation dans ces pays, je pense notamment à la République tchèque, dont on ne parle pas souvent, mais qui sur la question migratoire est une catastrophe, sincèrement, du point de vue humain, hein, y compris d'ailleurs sur des tests que la République tchèque avait mis en place à la fin des années 2000. Eh bien, oui, ce sont des pays qui potentiellement sont attentatoires à l'état de droit. On en parle beaucoup moins. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, je pense que médiatiquement, ils sont peut-être moins frontaux aussi. En revanche, sur les pays baltes, il n'y a pas grand-chose à signaler sur cette question spécifique. Les pays baltes sont des pays respectueux d'un certain nombre de l'état de droit matériel et procédural, et ça se passe plutôt bien avec la Lituanie, l'Estonie. Et la Finlande non plus ne pose aucun problème. Non, le vrai problème aujourd'hui avec l'Union européenne que l'on a sur cette question, c'est vraiment le cercle de Visegrad dans son intégralité. C'est pas, la question ne se résume absolument pas à la Hongrie et la Pologne, même si c'était les deux exemples les plus marquants. Ce qu'a dit la députée tout à l'heure est tout à fait vrai. Ce qui est à craindre, c'est l'effet de contagion. Vraiment. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Même si vous avez déjà répondu à la démocratie, sur l'articulation entre science et démocratie. Comment ont réagi les différents États membres? Comment s'est-on assis, si j'ose dire, sur les accords de Schengen? Quelle a été la situation des migrants dans cette nouvelle configuration? Je vous laisse la parole sur cette deuxième partie, la démocratie en Europe à l'épreuve du Covid. Science, démocratie. Qui veut commencer? Monsieur Guinard, Madame Delbos-Corfield? Je commence comme vous voulez. Allez-y, commencez. Okay, d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors d'une même voix. Hein. Bon, évidemment, la crise n'a pas arrangé les choses. De toute façon, la crise est rarement un endroit où, à un moment donné, vous allez avoir des nouveaux outils qui vont vous permettre de régler des problèmes qui viennent d'être nouveaux. Donc, vous réglez les problèmes avec les outils qui étaient anciens. Et ce qu'ont fait la Pologne et la Hongrie, c'est de régler leurs problèmes avec les mêmes méthodes. Et du point de vue, encore une fois, des valeurs, c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible pourquoi? Alors, encore une fois, on va faire Hongrie en premier, Pologne en deuxième, mais on va nuancer ça avec d'autres pays ensuite. La Hongrie a voté une loi qui est dite de plein pouvoir. Alors, je ne sais pas si la traduction française est vraiment la bonne, mais ça correspond peu ou prou à ce qui se passe ici. C'est une loi de plein pouvoir qui date de mémoire du 30 mars et qui permet à Orban de prendre un certain nombre de normes par décret, donc se passer du Parlement. En gros, le Parlement a été, du 30 mars jusqu'à juin 2020,
un petit peu entre parenthèses. Et ça a été assez violent, hein, ce qu'ils ont fait en Hongrie. C'est un rétrécissement du cercle médiatique, c'est-à-dire de moins en moins de médias qui portent une voix d'opposition. C'est une réduction du rôle des institutions, c'est une exclusion d'un certain nombre de juges, c'est une réforme du système électoral qui est encore une fois passée par décret. C'est aussi un certain nombre de lits qui ont été vidés dans des hôpitaux, c'est des mairies d'opposition qui ont été privées de fonds pour pouvoir faire face à la pandémie. Tout ça amène quand même à se poser la question de l'état d'urgence et de sa compatibilité avec l'état de droit. Je pense que la réponse est négative. Ils ont pris des mesures qui étaient totalement en violation, encore une fois, de l'état de droit. Pour la Pologne, ils ont profité. Alors, M. Duda est animé d'une politique, encore une fois, qui va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Encore une fois, je serais très intéressé de savoir ce que dit M. Reinders par rapport à ça, notamment par rapport à l'élection présidentielle polonaise qui va se tenir, alors tenez-vous bien, par correspondance, hein, dans des conditions de campagne électorale qu'on peut qualifier aujourd'hui d'inexistantes. M. Tusk a annoncé officiellement, hein, c'est quand même pas rien, genre, on est au-delà des symboles quand même, hein, M. Tusk a annoncé officiellement qu'il ne prendrait pas part au scrutin. C'est vous dire, hein, c'est que quand vous avez un représentant éminent de l'Union européenne qui dit publiquement qu'il ne votera pas, peut-être se poser la question de savoir ce qui est en train de se passer. Le problème du PIS, c'est toujours les problèmes de réforme électorale et de réforme de la Cour constitutionnelle. Et ils ont profité, j'ai envie de dire, du Covid pour aménager les règles de fonctionnement des institutions et des règles de contrôle des médias de façon à ce que l'opposition soit muselée. C'est aussi simple. Et c'est très schématique. Hein. Je fais ça en 3 minutes et demie, on pourrait détailler, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je reviendrai après sur le rôle de la science et de savoir comment les différents pays ont mis en place un certain nombre de conseils et de la relation qu'on a à la science. Juste pour un tout petit peu nuancer ce tableau assez noir pour ces deux pays, vous avez des pays, encore une fois, les pays baltes, qui ont pris des mesures d'état d'urgence ou de confinement, qui n'ont absolument pas dépassé ce que la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ont fait et qui ont rendu ces états d'urgence non pérennes au bout de 2 mois, c'est-à-dire à la mi-mai. Donc il n'y a pas eu de véritable atteinte à l'état de droit. Alors, on pourrait discuter longtemps juridiquement de savoir si l'état d'urgence sanitaire sont en soi des régimes attentatoires plus que dérogatoires. Mais si on adopte une position relativement mesurée, dans tous les autres pays, il n'y a pas eu de véritables atteintes à l'état de droit tel qu'on le conçoit habituellement. Madame Delbos-Corfield. Oui, donc le Parlement a créé à la suite des meurtres de Jan Kuciak et Daphne Galizia en Slovaquie et à Malte il y a quelques années, donc un groupe spécifique qui est le groupe qui surveille l'état de droit dans nos États membres. Nous sommes 2 membres par groupe, j'en fais partie, et nous avons l'habitude de travailler 1 fois par mois et de faire un point sur ce qui se passe dans les différents pays, notamment ceux où il y a des difficultés. Nous avons, à partir de la première semaine de confinement dans la plupart des pays, accéléré notre rythme de travail et nous nous retrouvons aujourd'hui toutes les semaines. C'est un groupe qui est dirigé par une néerlandaise qui s'appelle Sophie Invelt, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions d'état de droit ici. Et nous allons présenter un rapport là, juste avant la pause de l'été. Tous les États membres ont mis en place d'une manière ou d'une autre une forme d'état d'urgence, effectivement, une forme de règles exceptionnelles, notamment puisque dans la plupart des États membres, le confinement était décidé. C'est assez intéressant, je trouve, de noter à quel point les populations ont été relativement dociles. Un peu partout dans ces États membres, les gens ont accepté du jour au lendemain, notamment de se résigner à la première des libertés européennes quand même. Il y en a qui pourraient considérer que c'est la libre concurrence, mais enfin moi j'ai tendance à penser que la première des libertés de l'Union européenne, c'est la liberté de déplacement. Et du jour au lendemain, il nous a été demandé non seulement de ne pas pouvoir passer d'un État membre à un autre, mais souvent de ne même pas pouvoir sortir de son logement. Il y a un certain nombre d'autres libertés qui ont été réduites durant cette période. Il y a un certain nombre de pouvoirs extraordinaires qui ont été donnés au gouvernement et donc déplacés de Parlement au gouvernement. Et dans la plupart des États membres, les parlements ont eu beaucoup de mal à travailler et simplement aussi à s'assembler puisque les règles ne permettaient pas. Donc, on a vu en Allemagne, en France et ailleurs des parlements travailler soit en format réduit,
soit à distance. Le Parlement européen lui-même a mis du temps à savoir comment réagir et on a appris tous à travailler dans ces conditions-là. Il y a un État membre qui avait une particularité dans le décret qui a fait l'état de droit. Encore une fois, en 10 jours, on en a vu chaque jour, dans chaque pays pratiquement. Il y en a un qui nous a tous attiré l'œil, c'est celui de la Hongrie, puisque la Hongrie avait 3 particularités. La première particularité, c'est qu'il ne donnait pas de date de fin, alors que tous les autres états d'urgence disaient on met l'état d'urgence pour 1 mois et puis on reviendra avec un autre décret si c'est nécessaire. Il disait qu'il avait des pouvoirs extraordinaires, alors qu'en général, les états d'urgence ont dit nous pourrons pendant cette période réguler sur un certain nombre d'urgences et de choses importantes, mais pas sur tous les domaines de gouvernement. Et puis surtout, il ne s'obligeait pas à revenir devant le Parlement. Ça a été vraiment la problématique juridique devant laquelle la Commission a dit se confronter. Moi, je ne suis pas en accord avec elle là-dessus, mais la Commission n'a pas voulu faire d'action puisque, effectivement, la règle du décret hongrois, c'était que si le Parlement voulait se réunir, il pouvait le faire. Mais c'est le seul qui n'a pas dit de moi-même, en tant que gouvernement, j'irai devant un Parlement remettre en cause mon état d'urgence et le refaire voter pour 1 mois comme tous les autres parlements l'ont fait. Voilà, de manière générale, dans un certain nombre d'États membres, la Hongrie et la Pologne en tête, d'autres comme la Croatie et la Slovaquie, ils ont en même temps, il y a eu pendant cette période des choses un peu rudes mises en place en termes de liberté par rapport à certaines personnes, de discrimination. Effectivement, en Hongrie, l'exemple le plus connu qui est assez terrible, c'est qu'ils ont créé cette loi qui est une loi qui dit que quiconque émettrait des doutes sur les actions du gouvernement pendant pour attaquer pour s'attaquer à la crise du coronavirus et qui ne pourrait pas prouver de manière très forte ce qu'il dit, serait susceptible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, ce qui en gros permet en fait de clore le bec à tous les journalistes d'opposition qui seraient amenés à interroger un certain nombre de choix qui ont été faits. Et on sait bien que dans tous nos États membres, c'est souvent dans ce dialogue entre société civile, journalistes, opposition et gouvernement qu'on a trouvé les bons équilibres, parce que c'est aussi des fois en critiquant certains choix faits par les gouvernements qu'on se rend compte que là, il fallait peut-être aller dans cette direction, là ailleurs. Les moments de crise sont des moments où personne ne détient la vérité, où c'est dans ce travail-là que des choses intéressantes se font. Et dans ces États membres, ils ont coupé court à tout ça. Il y a évidemment aussi eu le grand débat pendant toute cette période des applications téléphoniques qui nous tracent, pour permettre de suivre le coronavirus, certes, mais qui prennent probablement des risques énormes avec la protection de nos données et simplement permettre un peu un cauchemar de Big Brother où on saurait constamment où on est, ce qu'on a fait ce jour-là, qui on a rencontré, etc., qu'on a mis en balance avec le fait qu'il ne semblait pas que vraiment, véritablement, en termes de s'attaquer à la maladie, cela serait d'une grande efficacité. Donc, on a beaucoup alerté au Parlement sur cette question de ces applications de traçage. Monsieur Guinard, vous vouliez poursuivre? Oui, sur un autre aspect des choses, ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid a mis en lumière, ou en tout cas a généré, 2 types de réactions. Alors, il faudrait lister pays par pays, majorité par majorité, mais en fonction de l'impact de la pandémie sur les systèmes de santé, vous aviez parfois des pays qui ont fermé les frontières très rapidement et qui attendaient seulement de l'Union européenne une aide logistique ou une solidarité. Et l'exemple que l'on a en tête, c'est certains pays qui prennent des malades parce que les systèmes hospitaliers sont saturés. Donc, l'exemple qu'on a, c'est l'Allemagne qui prend des malades dans son système hospitalier, le Luxembourg qui prend des malades italiens et français. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ça, c'est de voir que la solidarité européenne, elle a marché sur cet aspect-là des choses, mais elle n'a pas marché systémiquement. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Et vous avez d'autres pays qui disaient mais il faut absolument continuer à ouvrir les frontières, à faire des corridors, on va dire, économiques, ou à faire à rendre effectifs les libertés que sont la liberté de circulation.
des biens, des services et des marchandises. Et ça, c'est typiquement chez les pays baltes que vous trouvez ça. Et donc, les pays baltes critiquaient l'Europe pour son manque, alors l'Europe, la Commission européenne en premier lieu, hein, pour son manque d'empressement à rendre effectives les 4 libertés, alors que vous aviez d'autres pays qui critiquaient l'Europe pour ne pas mettre en place des mesures qui restreignaient cette liberté et qui permettaient d'actionner des mécanismes de solidarité, notamment par rapport, j'ai un exemple en tête, sur les marchés publics des respirateurs. Alors, il la critiquait avec, à mon avis, à juste titre, c'est parce que la crise du Covid, elle explose vraiment en début mars 2019 quand l'Italie est submergée, notamment la Lombardie, et que, de mémoire, la Commission européenne se réunit et dit qu'elle va demander avec les États membres un appel d'offres pour des respirateurs avec une réponse au 5 mai. Bon, là, vous voyez qu'il y a un décalage total dans le temps entre l'action que peut avoir l'Union européenne et la gravité de la situation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction de la saturation des systèmes hospitaliers, de la façon dont sont touchés les pays, vous avez des réactions qui sont diamétralement opposées quant à ce qu'on attend de l'Europe. Et ça, c'est intéressant du point de vue de l'analyse, c'est relativement inquiétant quant à la construction du projet européen, parce qu'à mon avis, les séquelles par rapport à la confiance qu'ont les pays dans l'Union européenne ne sont pas les mêmes. Madame Delbos-Corfield, vous voulez ajouter quelque chose ou on va voir directement l'Orboni oui, s'il y a des questions ce que je veux bien ajouter, c'est que, mais effectivement, après, il faudra laisser place aux questions. Ce que je veux bien ajouter, c'est qu'effectivement, le premier instinct de tous les États membres, quasiment tous, ça a été de fermer les frontières. Alors qu'on sait que la maladie n'a pas été, ne s'est pas circonscrite à certains États membres et à d'autres. Elle s'est finalement plutôt circonscrite dans des régions, dans des clusters qui parfois étaient collés à une frontière. Et peut-être que parfois ça aurait été plus logique finalement à l'intérieur d'un État membre de clôturer plutôt qu'aux frontières. Et c'est un réflexe qu'on voit de plus en plus souvent depuis les actes terroristes de 2015. Donc on a un questionnement là-dessus, sur le fait que le premier réflexe, est de fermer les frontières plutôt que d'essayer de travailler en coordination et peut-être parfois de trouver des solutions ensemble. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, tout ça a été à géométrie variable. Il a fallu, dans un certain nombre d'États, que les infirmières, par exemple les infirmières qui viennent de Hongrie, travaillent en Slovaquie, les infirmières qui viennent de Hongrie travaillent aussi en Allemagne. Donc, ces gens-là, on a accepté qu'ils passent pendant tout le long du confinement pendant qu'on empêchait des familles de se rejoindre, par exemple. Donc, il y a eu une forme de géométrie variable. Et puis, la troisième chose, c'est qu'évidemment, ceux qui, comme d'habitude, souffrent déjà, ont souffert encore plus de tous ces effets de confinement et de coupure des frontières sans qu'on ait eu des actions à l'inverse pour les aider, les migrants en première ligne, évidemment. Monsieur Guinard, un commentaire, oui. Un tout petit commentaire pour prolonger ça, c'est que… Et après, on ira voir l'Orboni pour les questions. On pourrait gloser très très longtemps sur la façon dont les États membres ont réagi par rapport à tout ça, sur l'influence des conseils scientifiques qui ont été mis en place dans tous les États membres. Il y a eu des conseils de santé, des conseils de défense nationale. Enfin, on pourrait gloser très très longtemps. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'Union européenne, sur une crise, alors qui est une crise nouvelle, mais qui est une crise d'une ampleur qui est inégalée, a quand même démontré son incapacité systémique à pouvoir répondre de façon coordonnée et solidaire sur cette question. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur pour savoir si c'est bien ou mal, il s'agit juste de savoir qu'à un moment donné, il y a quand même un repli national avec des solutions nationales par rapport à un problème qui est global. Et que si on n'arrive pas à comprendre dans l'Union européenne que lorsque l'Italie est touchée début mars et qu'elle est saturée en Lombardie alors qu'elle possède un des systèmes hospitaliers les plus performants du monde, il est peut-être temps à cette époque-là que les respirateurs allemands qui sont en nombre aillent vers la Lombardie plutôt que d'attendre de transférer un certain nombre de patients de Lombardie vers la Bavière, comme on a fait avec les 50 ou 60, je ne me souviens plus du nombre exact, de patients du Grand Est qui sont partis au Luxembourg et en Allemagne. Et si on veut vraiment une solidarité européenne, il faut une solidarité européenne qui est immédiate, effective et qui n'est absolument pas d'une ampleur qui a été celle que l'on a constatée pendant la crise du Covid. Et il faut que ça nous serve vraiment de leçon. Sinon, on ira, avec tout ce qu'on a dit avant, vers un délitement de l'Europe qui est quasi programmé, si on continue comme ça. Et c'est vraiment cette solidarité européenne qui doit guider l'action des États membres et non plus une espèce de construction du marché européen qui est déjà très abouti. Encore une fois, le marché public sur les respirateurs, il est symbolique. Il est symptomatique de quelque chose qui ne va pas et il est symbolique de l'absence de réponse efficace et rapide de l'Union européenne sur des problèmes qui sont des problèmes de crise sanitaire et qui donc, par définition, sont urgents. L'Orboni, est-ce que vous avez des questions des internautes ? J'ai plusieurs questions. Une première question de Mathilde
qui nous dit en France, il y a eu on a vu que les médecins avaient beaucoup pris la parole dans les médias. Est-ce que cela a pu aussi influencer les institutions? On a vu que ça avait influencé, chacun avait son mot à dire en France. Est-ce que c'était le même au niveau européen? Est-ce qu'on a eu une prise de poids de la science, des scientifiques au niveau du Parlement européen ou des différentes institutions européennes? Et est-ce qu'il y a eu un conseil de santé européen? Est-ce que ça serait envisageable, par exemple? Et ça, c'est de Mario. Et une dernière question que j'ai perdue. Je reviendrai. Qui veut répondre aux premières? Je vais commencer. Non, l'influence des médecins et des scientifiques a été extrêmement faible au niveau européen. Elle a beaucoup fonctionné au niveau national, mais elle n'a pas fonctionné au niveau européen. De toute manière, comme le disait M. Guinard, la Commission a tenté au tout début de réagir et de se faire entendre, et elle a plus ou moins réussi sur les questions économiques, où elle a vraiment permis d'avoir un débat sur la question d'aider les pays qui étaient en crise par rapport à d'autres. Et on a vu que par rapport à la crise grecque, on a fait un pas et on a vu que la question de la mutualisation des dettes n'est plus un tabou. Ça ne veut pas dire qu'on l'a gagné, mais n'empêche qu'elle n'est plus un tabou. On a vu que l'idée de pays qui pouvaient se prêter de l'argent n'est plus un tabou, etc. etc. Et on a vu qu'il y avait une conscience qu'une solidarité économique devait exister. Par contre, en amont, il n'y a pas eu de travail commun intelligent, pertinent, comme le disait M. Guinard. Et effectivement, je ne sais pas si c'est un conseil de santé européen qu'il aurait fallu, mais en tous les cas, il n'y a pas eu d'instance au niveau européen qui, à un moment donné, un conseil de la crise, il n'y a pas eu. Et on a vu les États membres prendre des positions, des choix différents, et ça a même des effets évidemment sur le développement de la maladie. Donc effectivement, les pays baltes, par exemple, n'ont pas confiné. Certains ont confiné d'une certaine manière et pas d'autres. On n'avait pas les mêmes règles sur les produits, etc., etc. Donc, de manière générale, s'il y avait eu une pensée par rapport à ça, on aurait évidemment pu certainement circonscrire mieux la maladie, savoir la gérer mieux. À plus long terme, il y a la question des vaccins, qui est une question dramatique. Enfin, il n'y a pas de volonté et de capacité au niveau européen d'avoir un vaccin européen et de tous s'y mettre ensemble. Donc, chaque État membre va dans son sens. Certains ont travaillé avec les États-Unis, d'autres en travaillant avec la Chine, etc. Et donc là, on a encore un problème de solidarité à long terme. Donc, de manière générale, on est coincé dans ces choses-là. Et pareil, encore une fois, pour l'ouverture des frontières. On est arrivé à un moment, il y a quelques temps, où un pays comme la France, mais il n'est pas le seul, disait « Alors, je vais ouvrir les frontières avec ceux qui m'acceptent et puis pas avec ceux qui ne m'acceptent pas. » Ce qui est une logique comme une autre, si on veut, mais ce qui n'a aucun sens en termes de maladie. Ce n'était pas « je vais ouvrir mes frontières avec les États membres qui sont moins malades que d'autres ». Non, c'était ceux qui veulent bien ouvrir avec nous, on ouvre, ceux qui ne veulent pas, etc. Et on n'a pas, encore une fois, eu à un moment donné une coordination. Alors, on ne pouvait pas avoir des obligations, puisque que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la paix intérieure, malheureusement, les compétences sont encore au niveau des États membres. Donc, ils ont un certain nombre de droits qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent sans écouter l'Union européenne. Mais on aurait pu essayer d'avoir un peu plus de force de persuasion et de coordination. Guinard, un mot? Oui, alors moi, mon analyse, c'est que effectivement, il y a une réponse économique de l'Union européenne. Moi, ce que je retiens de ces 3 mois un petit peu compliqués, c'est davantage le rôle de la BCE avec le célèbre Whatever It Takes de Christine Lagarde qui reprenait celui de Draghi, plus que le rôle de la Commission européenne. Alors, indépendamment de la polémique qu'il y a eu entre le rôle de la Cour allemande, le Bundesverfassungsgericht, avec le rôle ensuite de la Bundesbank par rapport au rôle de la Banque centrale, et fait extraordinaire le communiqué de presse de la CJUE sur cette question. C'est extraordinaire, encore une fois, ça. Et encore une fois, on ne sait pas ce sur quoi ça va déboucher, tout ça. Donc moi, je retiendrai quand même beaucoup le rôle de la BCE sur des plans de relance, une annonce de quantitative easing renforcée, tout ça, en gros, avec 4 500 milliards à la fin, si on fait le compte de tout entre lignes de crédit et prêts et fonds, plus que le rôle de la Commission européenne qui effectivement a été politiquement en retrait. J'ai assez peu entendu, en tout cas à l'échelon français et à l'échelon italien, Ursula von der Leyen sur ces questions. Pour des questions évidemment sanitaires qui relèvent en l'état actuel, alors je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement,
Ça dépend de la conception de la santé qu'on a et de ce que fait l'Union européenne sur cette question. Mais en tout cas, la santé appartenant en tant que prérogative aux États membres, les réponses ont été des réponses nationales avec des rôles des conseils. Alors, il y a un conseil qui existe à l'échelon européen. Il n'a pas du tout été écouté. De toute façon, même s'il avait donné des recommandations, elles n'auraient pas été écoutées. Chacun avait son conseil scientifique dans son pays avec des stratégies épidémiologiques qui ont été différentes. On a beaucoup critiqué la Suède, on a vu ce qu'avait fait l'Allemagne, on a vu ce qu'avait fait la France, avec des résultats différents en fonction des systèmes hospitaliers. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que si la réponse européenne, encore une fois, est une réponse qui est purement économique avec une communautarisation de la dette et qu'on laisse de côté les actions réellement concrètes, solidaires pour les États, je pense encore une fois qu'on va avoir un délitement parce que les Pays-Bas, c'est pas pour les stigmatiser, mais en gros les pays dits vertueux qui appartiennent géographiquement au nord contre les pays a priori dépensiers qui appartiennent géographiquement au sud, si on reste sur cette opposition-là, même avec une communautarisation de la dette de 750 milliards, on ne va pas aller loin. Si vous faites 750 milliards divisé par 3, parce que c'est sur 3 ans, divisé par 27, ça ne fait pas grand-chose quand même. Donc, il va falloir avoir une volonté politique européenne beaucoup, beaucoup plus forte. Et encore une fois, alors si on remet un petit peu les choses en perspective et qu'on laisse un tout petit peu de côté la politique purement sanitaire et qu'on appréhende le défi du péril climatique, tout ça, sincèrement, c'est une petite répétition. Et il est temps d'utiliser cette pandémie du Covid pour s'attaquer au vrai problème. Et le problème, c'est le péril climatique. Et là, on n'a pas eu véritablement d'idées, même de lueur d'espoir, parce que si 750 milliards, ça crée des problèmes à ce point-là, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, alors qu'on chiffre a priori à 4 000 milliards les fonds nécessaires pour pouvoir faire une reconstruction écologique européenne. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Laure Bonny, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez retrouvé votre question Annabelle demandait justement en réaction à ce que disait M. Guinard, comment pallier justement à ce manque de réactivité de la part de l'Union européenne? Comment pallier le manque de réactivité de l'Union européenne? Je ne sais pas. Pour l'état actuel des choses, je ne sais pas. Ça dépend des gens. Vous savez, tout le monde dit à chaque fois, oui, c'est le système, c'est le système. À la fin, dans le système de l'Union européenne, il y a des hommes et des femmes qui prennent des décisions, qui ont des volontés politiques affichées et qui font jouer ce qu'on appelle des compétences. Mais ce n'est pas les compétences au sens abilities, c'est des compétences au sens institutionnel du terme. C'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs, ces gens. Ils ont des pouvoirs. Le Parlement européen a des pouvoirs qu'on peut aujourd'hui qualifier de pas assez importants, mais il en a quand même. Il peut mettre en responsabilité la Commission européenne. Ursula von der Leyen a des pouvoirs, les commissaires ont des pouvoirs. Je tiens à rappeler qu'à chaque fois, on charge beaucoup dans les pays membres les institutions de l'Union européenne, mais le Conseil des ministres, dernière nouvelle, c'est quand même des représentants des ministres qui sont des ministres des États européens. Et s'ils veulent actionner et changer de politique, ils en ont le pouvoir. Ils en ont le pouvoir avec la première économie du monde et une population de 500 millions d'habitants. On peut faire des choses. Donc, si on veut pallier ce manque de réactivité, il suffit juste d'une volonté politique plus forte. Ce n'est pas très compliqué. Vous savez, on a mis 4 500 milliards sur le tapis en 3 mois. 4 500 milliards. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de lignes de crédit, de fonds structurels. Il faut vraiment l'imaginer, ça. On peut le faire. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. C'est des conventions monétaires. Donc, bon, allons-y. Je pense que le personnel politique, et évidemment ce n'est pas une critique frontale à Madame la députée, et je pense qu'elle ne le prend pas comme ça, mais le personnel politique souffre aujourd'hui d'un manque criant de volonté politique. Il est peut-être temps, compte tenu des menaces, je parle ici du péril climatique qui s'annonce, de prendre ça très au sérieux et de faire preuve d'un volontarisme politique qui, pendant les 70 dernières années, a fait défaut. Alors, Madame la députée, sur la volonté politique. Je dirais pas mieux. C'est pas pour se dédouaner, mais aujourd'hui, je ciblerai un maillon très faible qui est le Conseil, avec une règle qui nous handicape tous, qui est l'unanimité, et qui aujourd'hui nous bloque à tellement d'égards que c'est devenu décourageant de le dire et décourageant de voir que ça ne bouge pas. On a parlé de l'unanimité qui bloquait sur des sanctions par rapport à l'état de droit, mais l'unanimité, elle bloque évidemment sur des avancées environnementales, elle bloque évidemment sur des avancées économiques, sociales. Voilà. Et le vote assez important qu'il y avait eu aux dernières élections européennes de 2019, qui était un peu du jamais vu, puisque ces dernières années, on avait vu le vote s'éroder, donc on avait tendance à dire « Ah, les gens n'ont rien à faire de l'Union européenne ». Et puis, il y a ce vote un peu important aux élections européennes pour nous faire élire, nous, les parlementaires.
Et notamment, on s'aperçoit qu'il y a un vote assez important des jeunes. Donc, tout d'un coup, il y a une prise de conscience affichée ou réelle il faut vraiment qu'on se rénove, qu'on se régénère. Voilà. Donc, il y a eu cette idée d'une conférence du futur de l'Europe qui stagne ici. Nous, le Parlement, nous demandons que dans cette conférence, il y ait des parlements de citoyens, un peu comme on a vu en France avec la Convention citoyenne, des parlements, ça demande un peu d'argent parce que ça veut dire des gens qu'on réunit régulièrement, à qui on donne les informations, qui ont accès aux experts, qui ont accès à toutes les données possibles, qui puissent faire des recommandations. Et en plus, on demande nous aussi que après on leur réponde si on ne fait pas leurs recommandations, c'est-à-dire qu'on demande aussi qu'ils aient un deuxième regard au moment après, parce que trop souvent quand on demande aux citoyens de s'impliquer, après on ne prend pas encore on écoute leurs recommandations sagement, on ne les prend pas en compte et on ne leur rend jamais de compte. Donc c'est ce mécanisme-là qu'on essaye de mettre en place, ça stagne. Évidemment, le confinement, la crise a fait que ça stagne encore un peu plus, et on demande aussi, on est un certain nombre, pas tout le Parlement, mais on est nombreux au Parlement, tout groupe confondu, à demander aussi que cette conférence du futur de l'Europe, elle puisse se permettre, si nécessaire, de repenser certains points du traité et de rénover les traités un petit peu, ce qui est pour certains un grand tabou, il ne faut pas toucher au traité. Justement, pour aller à l'encontre de cette règle de l'unanimité, justement pour permettre au Parlement d'avoir un peu plus de pouvoir, justement pour permettre que les États membres, quand ils se réunissent au Conseil, soient un peu moins les derniers à avoir tout le pouvoir. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, Commission et Parlement tentent d'agir, mais la force du Conseil est énorme. Et en fait, une fois que les 28, enfin aujourd'hui 27 États membres ont décidé qu'ils ne mettaient pas en place quelque chose, et parfois c'est juste 4 ou 5 parmi eux, eh bien ça ne se met pas en place. Or, parfois, ça a fait, ce qu'on disait au début, les tas de plein de rapports, de travail, d'experts, de gens qui ont réfléchi, mais à un moment donné, il y a un État membre qui est contre quelque chose et on ne le fait pas. Donc, pour moi, pour qu'il y ait une réactivité de l'Union européenne, ça va passer nécessairement par un changement de certains de ces aspects. Et je suis moyennement optimiste. Je continue à considérer que l'espace européen est le seul espace qui fait sens pour tacler tous ces problèmes-là, le problème climatique, le problème des migrants, mais aussi cette question de l'état de droit, etc. Je pense que vraiment c'est l'espace pertinent, que ça ne ferait pas sens aujourd'hui de revenir dans chacun de nos États membres. Mais d'un autre côté, c'est sûr que quand dans la même année, on vit le Brexit, qui se passe de manière très compliquée, donc on ne sait pas comment on va sortir, et qui est le premier État membre qui part, quand on voit que l'article 7 est déclenché, que ça n'a aucune conséquence pour ces États membres, quand on voit que la crise a été à nouveau un moment un peu d'incapacité, forcément, on est inquiet de savoir si on va tenir le choc et si l'Union européenne va pouvoir rebondir. Merci. Alors, la transition est toute trouvée pour la troisième et dernière partie. La démocratie dans l'Union européenne post-Covid. Vous avez en partie répondu sur la conditionnalité des aides de l'Union européenne. Vous venez d'évoquer la conférence sur le futur de l'Europe. Est-ce qu'on va vers du mieux? Est-ce qu'on va vers du moins bien? Comment, quand, quoi, qui veut attaquer cette troisième et dernière partie, Madame Delbos-Corfield, Monsieur Guinard? Je vais enchaîner là-dessus, en sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être très rapide. Si on fait un peu de prospective, qui est un exercice qui est toujours compliqué parce que personne n'a de boule de cristal, sincèrement, je vais vous dire, moi je suis vraiment, vraiment pessimiste sur le devenir de l'Union européenne sur cette problématique-là pour plusieurs raisons. Dans l'histoire de l'Union européenne, alors tout le monde pointe le fait que l'Union européenne, au début, s'est construite sur une volonté de paix. En réalité, et matériellement, l'Union européenne s'est construite sur des règles qui construisaient elles-mêmes le droit du marché intérieur. C'est ça, l'alpha et l'oméga de la construction européenne pendant les 50 premières années. Il y a eu un grand virage au milieu des années 90, 1996 pour être précis, où l'Union européenne a eu l'opportunité de faire émerger une autre valeur que la valeur de la libre concurrence, c'était la valeur sociale. Elle a lamentablement échoué sur cette question. C'est la grande époque de la libéralisation d'un certain nombre de services d'intérêt économique général. Elle a échoué sur cette question à faire émerger une autre axiologie. L'autre fois où l'Union européenne a pu faire ses preuves dans l'émergence d'un autre pilier que le strict pilier économique, c'est à la fin des années 2000 et au début des années 2010 sur la question migratoire. Et encore une fois, elle a lamentablement échoué.
C'est dramatique du point de vue humanitaire, c'est dramatique du point de vue politique. À chaque fois que l'Union européenne a la possibilité de faire émerger un autre pilier que le pilier strictement économique, elle échoue. Elle échoue par manque de volonté politique, par manque de volonté d'harmonisation, par manque de volonté de délégation de compétences à une institution supra-étatique. On peut trouver ça bien ou mal, c'est juste factuel. Maintenant, ce qui s'annonce, c'est quoi? Il s'annonce une économie qui va, selon toutes les projections, alors que ça aille de toutes les banques centrales, du FMI, de tous les instituts d'analyse économique, vers une récession de l'ordre de 8% pour l'Allemagne à 10, 12,5% pour la France, dans des ordres de grandeur qu'on n'a jamais connus. Donc, économiquement, ça va être très, très compliqué. Le péril climatique, moi, je dis plus changement climatique maintenant. Je dis péril climatique parce que ce qui s'annonce est extrêmement, enfin, dans des ordres de grandeur qu'on n'a jamais connus, qu'on a du mal à imaginer. Il faudrait à peu près 4 à 5% de récession par an par rapport à l'année N0 qui est 2019 pour qu'on arrive à contenir à l'horizon 2080-2100 un ordre de 2 degrés. Ça va avoir des conséquences sur la biodiversité que je n'ai pas le temps de développer, mais que je connais et qui sont catastrophiques. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous dépassez 2 degrés, vous avez 99% des coraux qui disparaissent. Et ça va avoir des conséquences sur les migrations qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on imaginait jusqu'en 2017. Il y a eu des nouvelles études qui sont sorties. Si le réchauffement climatique continue sa progression, on va avoir des migrations qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a connu. Moi, j'ai été juge de l'asile pendant 7 ans. Sur la période où j'ai officié, il y a eu 3,5 millions de personnes qui sont allées dans l'Union européenne, dont 625 000 Syriens. 3,5 millions de personnes. Vous avez vu les conséquences que ça a eu dans tous les pays de l'Union. Vous faites un facteur 10 ou un facteur 100. Le pourtour méditerranéen, c'est 500 millions de personnes. Ils sont déjà en stress hydrique, les gens. Imaginez à un horizon de 20 ans ce que ça peut donner. On va avoir des conséquences qui sont dramatique si on n'arrive pas à avoir une réponse commune, adaptée et harmonisée. On n'en prend pas du tout le chemin. On aurait pu utiliser la crise du Covid-19 pour harmoniser un certain nombre de politiques, pour préparer un certain nombre de changements qui sont des changements systémiques et structurels. On ne fait pas du tout ça. On ne fait pas du tout ça. On a un Green Deal qui n'a de green que le nom, dans sa composition, dans sa volonté même de changer contre le système et dans sa volonté de lutter contre le péril climatique. On n'y arrive pas. Donc moi, je pense que quand vous aurez des gens qui auront peur et qui auront une récession qui va être celle que l'on connaît maintenant, adopteront des mesures qui sont des mesures de repli, qui sont des mesures nationalistes et qui ne font pas du tout progresser la cause européenne au sens où on l'entend, c'est-à-dire une politique solidaire, communautarisée et harmonisée. Madame Delbos-Corfield, est-ce que vous partagez ce pessimisme? Oui, sur le constat. Oui, sur le constat. Je veux dire, encore une fois, en termes symboliques, le débat a avancé. Le débat a été figé pendant très longtemps, comme ça a été dit, sur la question de la libéralisation et sur des choses de concurrence économique, point barre. Le débat a avancé. La question climatique est au cœur de nos débats, la question de l'état de droit, la question de la solidarité économique et sociale. Et donc, on a vu un certain nombre de tabous tomber et on est dans l'affichage de bonnes intentions sur tous ces sujets-là, contrairement à une époque où on n'avait même pas cet affichage et on disait tout ce qui compte, c'est effectivement de permettre la libre concurrence qui va nous permettre à tous la croissance et le bonheur. Donc, de ce point de vue-là, on a fait un progrès. On a un risque que ça reste de l'affichage, notamment par cette auto-paralysie créée par l'unanimité et qui fait que certains États membres qui voudraient aller plus loin ne peuvent pas le faire. Et il y a quelque chose peut-être à penser là, même si pendant très longtemps, j'ai fait partie de ceux qui ne souhaitaient pas une Europe à plusieurs vitesses. Mais aujourd'hui, je m'interroge sur le fait de permettre à certains États membres de tenter des choses pour aller un peu plus loin. Je ne sais pas, c'est vraiment un questionnement, je crois qu'on est nombreux à avoir. Je ne voudrais pas qu'on laisse des gens en chemin. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une auto-paralysie qui devient dangereuse pour tout le monde. Et évidemment, alors, je suis une écolo, donc je veux dire, tout ce que vient de dire M. Guinard, oui, c'est mon inquiétude perpétuelle et cette urgence, je la considère extrêmement importante. Et du coup, voilà, ça ne permet pas un optimisme complet. Après, justement, en étant écolo depuis très longtemps, élu local, élu régional, je sais aussi à quel point la politique, c'est d'abord un combat et c'est pas très souvent, finalement pas toujours d'avoir des résultats effectifs et c'est pas pour ça que je perds le sens de ce que je fais et je crois que c'est le cas de nombreux de mes collègues ici
encore une fois, pas seulement chez les écolos. De manière générale, les parlementaires sont très investis. Ici, on a un Parlement qui est bien plus progressif que l'équivalent dans les États membres. Nos parlementaires de droite vont être parfois beaucoup plus progressistes que leurs collègues dans les États membres. Donc, les parlementaires ici travaillent beaucoup et tentent de faire avancer les choses. Pas sûr que ça suffise, effectivement. Sur la question de l'état de droit purement, je crois que c'est intéressant aussi que des cas comme la Hongrie nous rappellent que rien n'est acquis et nous rappellent la dangerosité de ce vers quoi on peut aller. Je le dis souvent, la France, dans un certain nombre de ses règles et de ses lois, a tout pour permettre ce genre de gouvernement. L'indépendance de la justice dans les textes, elle n'est pas inscrite. Le Parlement n'est pas suffisamment fort, etc., etc., etc. Et si demain venait au pouvoir quelqu'un qui n'est pas animé d'un sens de la liberté, d'un sens des valeurs comme on le veut, on peut avoir en France une situation très semblable. La Hongrie a détricoté ce qu'ils avaient écrit, mais avait des choses très, très progressistes. Et à une époque, la Hongrie était considérée comme ayant les constitutions et les textes les plus intéressants dans l'Union européenne. Il faut le savoir quand même. Donc ça, c'est possible et il faut toujours s'en rappeler que c'est jamais acquis. Donc, je pense que ça nous alerte. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du courage politique de ceux qui travaillent au niveau de l'Union européenne, évidemment, je crois qu'aujourd'hui, il y a une possibilité à s'appuyer sur les territoires et ce qui se passe dans les territoires, à la fois par la société civile, mais à la fois par les élus locaux. Dans les États désagréables dont parlait M. Guinard, toutes les capitales ces derniers temps ont vu émerger des maires progressistes, extrêmement épris de liberté et d'état de droit, et avec des convictions écologistes, etc. Ça ne veut pas dire que c'est des verts, mais voilà, et qui tentent de travailler ensemble au-delà de leurs États membres et des frontières parfois un peu nationalistes de leurs États membres, etc., etc. On voit que beaucoup sur les territoires, les élus locaux font avancer bien plus fortement les sujets. Aujourd'hui, pour moi, les gouvernements des États membres sont parfois plus un barrage qu'autre chose. Et c'est dans le rapport Europe et territoire souvent qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Laure Bonny, est-ce que vous avez des questions des internautes? Laure Bonny. Alors, bonjour Philippe, c'est pas Laure, c'est Pascal Clouer. On avait dit qu'on allait conclure, c'est pour ça que je me suis mis là, mais je peux remplir avec plaisir le rôle de Laure Bonny, puisqu'il y a deux questions qui nous sont arrivées. Donc, est-ce que vous voulez que je les pose? Allez-y, oui. Alors, voilà. Il y a la question de Marie d'abord, c'est ça? Alors, de Élodie. Est-ce que les parlementaires vont proposer quelque chose de l'ordre du conseil de crise, de l'ordre d'un conseil qui permettra plus tard d'aborder la question des crises? Et puis la deuxième question qui nous a été posée par Marie sur la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que cette lutte contre le réchauffement climatique finalement est-elle plus efficace à aborder au niveau national qu'au niveau européen quand on écoute ce que Dorian Guinard vient de nous dire? Qui veut répondre? Merci. Qui veut répondre aux internautes? Les réponses, elles sont faciles. Je ne pense pas qu'on diffère de toute façon sur ces questions-là. Enfin, je vais parler. Madame la députée va éventuellement corriger ce que je vais raconter. Mais sur la première question, la réponse est non. Et voilà, c'est facile. Bon. Voilà. Sur la deuxième, ça dépend de l'échelon sur lequel vous voulez réfléchir. Je m'explique. Il va y avoir des intérêts divergents dans la réponse que vous allez adopter au péril climatique. C'est-à-dire que l'Allemagne et la France ont des intérêts totalement divergents sur cette question-là. Pour une simple bonne raison, c'est que l'Allemagne veut devenir un leader de l'hydrogène parce qu'elle s'est fait chipper le marché des photovoltaïques par les Chinois à cause de leurs aides d'État, alors que la France peut opter, encore une fois, pour une stratégie dite nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le pour ou contre le nucléaire, mais de toute façon, c'est un aspect fondamental des choses dans la mesure où nous avons 75% de notre électricité qui est produite par le nucléaire. Donc, de fait, les stratégies vont être divergentes. Maintenant, je rejoins exactement le propos qu'a tenu Madame la députée tout à l'heure, c'est que si on veut vraiment peser sur les destinées de ce monde et intervenir dans le débat qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, l'échelon adéquat est l'échelon de l'Union européenne, parce qu'on est encore la première économie du monde. On est un échelon extrêmement compétent en termes de recherche et on a 500 millions de personnes. Donc, on peut peser là-dessus. On représente 3,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, là où la Chine en représente un tiers, c'est-à-dire
de l'ordre de mémoire 12,5, 15. Donc, on peut quand même beaucoup faire de choses. Mais ce ne sera pas facile parce qu'encore une fois, les intérêts économiques sont divergents en fonction des pays que vous prenez en compte. Alors oui, non, il n'y a pas eu de proposition de conseil scientifique, donc voilà, je prends note, mais c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas une initiative qu'on a prise. Sur la question climatique, oui, pour moi, ça reste le bon échelon. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, en fait, l'Union européenne est plus édictrice de règles qui s'appliquent à tous les États membres que réellement active dans l'implantation de cela, puisque l'Union européenne n'a pas les moyens forcément d'implanter. Et ces règles qu'elle édicte sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, elles permettent à des villes ou à des citoyens de rappeler à leurs États membres leurs obligations, et ça les aide quand même beaucoup, et elles permettent aussi à tout le monde d'avoir une ambition commune. Deuxièmement, ça permet quand même d'essayer d'éliminer le charbon dans un certain nombre d'États membres où ça existe encore et où ils aimeraient bien éviter d'avoir à l'éliminer, et la pression qu'on leur met peut le permettre. Enfin, troisièmement, comme ça a été dit, je veux dire, idéalement, à vrai dire, pour affronter le péril climatique, si on l'appelle comme ça, c'est même à l'échelle mondiale qu'il faudrait le faire. Aujourd'hui, on n'a pas de structure, en réalité, à l'échelle mondiale qui nous permet de le faire. C'est un grand débat qu'on pourrait avoir sur le multilatérisme, mais les organisations internationales aujourd'hui sont encore plus faibles que les organisations européennes, bien plus faibles. Au niveau européen, on a quand même encore des organisations qui fonctionnent, des instances qui travaillent, des lieux de pression, des citoyens qui ont une sensation d'appartenir à une communauté, etc., etc. Donc, oui, il y a une possibilité d'agir sur au moins cette partie du territoire qui reste une partie assez importante pour que ça soit effectif, en fait, et que ça ait une réelle capacité de changer les choses. Parce que si on fait sur un tout petit territoire, on agit sur un tout petit territoire, mais on n'a pas de grand effet. Et juste pour compléter ça, on pourrait en plus voir des mesures adoptées par l'ensemble des pays qui n'arrivent pas à passer pour X ou Y raison à l'échelon national. Je pense par exemple à la résurgence de la taxe carbone. On pourrait très bien décider que la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne soit instaurée par les institutions de l'Union, donc en fait par une directive, on pourrait très bien faire ça. Ou on pourrait également imaginer une taxe sur les transactions financières qui ont un effet délétère sur le climat. Il y a beaucoup de leviers institutionnels à l'échelon du droit de l'Union. On pourrait aussi changer les traités pour changer le paradigme et dire que maintenant, toute politique européenne doit prendre en compte le péril climatique et du coup, ça imposerait aux institutions de l'Union de prendre telle ou telle norme et on aurait un échelon ici qui est extrêmement efficace. Encore une fois, tout ça est possible si on a la volonté politique pour le faire. À l'heure actuelle, compte tenu de ce qui s'est passé à Bruxelles et de l'insistance d'un certain nombre de lobbies, notamment de l'aéronautique et de l'automobile, par rapport aux premières mesures qui avaient été envisagées, alors pessimiste n'est plus le mot, si vous voulez, lucide. Voilà, je suis lucide. Merci à toutes et tous pour ces échanges. Sans oublier Muriel à Marseille, Michel pour les réseaux sociaux et Franck en régie. Et je laisse à Pascal Clouer le soin de conclure. Il est 19h30. 19h30, oui, merci à tous. C'était une discussion nourrie, une discussion intelligible, une discussion intelligente où on a appris beaucoup de choses, une discussion qui nous fait réfléchir, un débat moi que j'ai trouvé de très très bon niveau, parfois peut-être un peu trop pointu, en tout cas des paroles expertes, mais avec toujours ce souci permanent, je crois, de la part à la fois de Dorian Guinard et de Madame la députée de la pédagogie. Alors peut-être, si vous me permettez, en 2 minutes, dire ce que j'ai retenu de ce débat. D'abord, on a appris que le Parlement européen, c'était un lieu d'abord où on découvrait, où on informait, où on prenait conscience, et on faisait prendre conscience à l'opinion publique des remises en cause de l'état de droit, du non-respect d'un certain nombre de valeurs. On a beaucoup parlé de 2 pays à beaucoup de reprises, la Hongrie et la Pologne, et que cette question de prise de conscience est une première étape dans le processus démocratique, le dire, l'alerte, etc. Et si le Parlement est une vigie, c'est aussi un lieu d'exercice du droit. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que Dorian Guinard et Gwendoline Delbos-Corfield nous ont dit, mais avec une application des sanctions qui sont liées à la conditionnalité des fonds, avec certaines réserves, car on a bien compris qu'il y avait des rapports de force au niveau européen qui font que pour faire appliquer les sanctions, il y a encore un certain nombre de travail à accomplir. Et puis on a découvert aussi que certains pays, on a parlé de la Pologne et de la Hongrie, avaient profité du Covid-19 pour tordre en quelque sorte les processus électoraux ou pour en tout cas profiter de l'état d'urgence pour développer des régimes qui étaient presque totalitaires, en tout cas vis-à-vis de la presse. Libéraux.
ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, nous, en France. Et puis, on a découvert aussi, grâce à vous, qu'il n'y avait pas eu forcément de stratégie commune, de pensée au niveau européen, et que ça paraissait comme une urgence de dépasser les simples accords économiques pour penser aussi des stratégies communes en termes de solidarité, de santé, de réfléchir, de mettre en place une sorte de conseil de crise ou de conseil qui serait amené à se prononcer, à réfléchir en cas de future crise. Et vous avez cité la crise écologique, enfin la crise du climat qui nous menace, qui arrive et qui pourrait avoir pour conséquence, en tout cas celle-là, l'a eu, en tout cas a remis en cause et a questionné le délitement de l'Europe. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris que vous nous disiez, on ne peut pas avoir d'un côté l'économie qui est le domaine partagé et puis tout le reste, la santé, la solidarité par exemple, qui serait abandonné aux États. Les questions qui sont devant nous, le climat, les questions centrales de réchauffement climatique nous amènent à ne plus pouvoir baisser les bras. Et là, la question de la transition, Gwendoline Delbos-Corfield nous le disait, on ne peut plus baisser les bras et on va être obligé de penser les choses autrement. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une porte ouverte ou quelque chose sur l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses qui pouvait être réfléchie, en tout cas que c'était sans doute une solution qui permettait de sortir d'une sorte de paralysie que vous nous avez plus ou moins décrit avec des analyses que nous avons tous trouvées ici derrière nos écrans et puis les personnes qui commentent en direct sur Internet très intéressantes. Je peux simplement conclure et terminer en remerciant le Centre d'information de Grenoble, Laure Bonny qui a posé des questions, le Bureau du Parlement européen de Marseille, Muriel Mouret, remercier évidemment Philippe Gonnet, le président du mouvement européen de l'Isère, qui, je sais, a suivi ce débat avec beaucoup d'attention. Vous remercier Madame la députée européenne. Vous remercier Monsieur Dorian Guinard. Je sais que c'est une première pour nous à Grenoble de faire ce type de débat. On a été séduits, émerveillés et on va recommencer, d'autant plus que ce que nous avons fait a été enregistré et je suis sûr et certain que ça va être vu et revu parce que c'est un moment aussi d'information et de pédagogie par rapport à tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne soirée.